Alors, nous recevons aujourd'hui Mimsi Delay, présidente du MEDEF-NC. Mimsi, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur NC News. Alors, on va tout d'abord faire un petit tour des dernières mesures votées au Congrès, en tout cas par la commission permanente. Tout d'abord, la levée de l'obligation vaccinale qui a été levée le 24 février. Est-ce un soulagement pour les entreprises, des contraintes en moins? Oui, concrètement, bien sûr, on attendait avec impatience qu'une décision soit prise à ce niveau-là, puisqu'on avait une deadline au 28 février sur cette fameuse obligation vaccinale, notamment pour les secteurs dits sensibles en entreprise. Avec des sanctions prévues Avec des sanctions non prévues et en discussion. Sanctions, c'est pas le terme exact, c'était plutôt interruption du contrat de travail en cas de non-vaccination, ce qui posait un certain nombre de problèmes aux entreprises, faut être très clair. Donc oui, bien sûr, la levée de l'obligation vaccinale s'accompagne d'une levée de contraintes pour l'entreprise et on ne peut que s'en satisfaire. Fini également l'obligation pour l'employeur de contrôle justement des vaccinations de ses employés, ça c'est... Absolument, c'était une des contraintes qui pesait sur les entreprises, c'était la tenue du registre vaccinal, qui globalement s'est très bien passé, je le souligne. Les entreprises et les salariés ont extrêmement bien joué le jeu de la responsabilité pendant la période de cette crise sanitaire. Je pense que ces efforts ont payé, puisqu'aujourd'hui la situation sanitaire s'améliore, et c'est normal qu'à un moment donné, il a toujours été prévu que ce soit des mesures transitoires, et donc on est satisfait aujourd'hui de la levée progressive des contraintes. Pour autant, il reste encore quelques contraintes qui pèsent sur les entreprises, le port du masque, bon, la septaine encore qui est en vigueur. Le monde économique, notamment le MEDEF, estime qu'il faudra encore lever certains freins pour redonner de la latitude. Quelles sont ces mesures que vous appelez de vos voeux? C'est une question de cohérence. Aujourd'hui, une des principales contraintes qui pèsent encore, ce sont les jauges, qui affectent directement plusieurs secteurs. Par exemple, le secteur de la restauration, des bars, des salles de sport, qui se retrouvent contraints en fait de limiter l'accès à leurs établissements de façon assez importante. Donc évidemment, avec des impacts forts sur leur chiffre d'affaires. Donc ça, à partir du moment où l'obligation vaccinale n'est plus là, qu'on a levé le pass sanitaire dans les transports aériens locaux, dans les services à la personne dans aussi. les services à la personne, on comprend difficilement que ces contraintes s'appliquent encore à ces secteurs à partir du moment où d'autres mesures barrières peuvent être mises en place. Après, c'est une évaluation claire de la situation sanitaire qui permettra la levée des dernières contraintes qu'on attend, mais effectivement, on espère que ces décisions seront prises rapidement. Vous appelez également de vos voeux une réduction des temps d'arrêt de travail, notamment avec Omicron qui a induit pas mal d'absentéisme dans les entreprises. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur ce front-là? Les entreprises ont respecté les arrêts? Comment ça s'est passé? Aujourd'hui, c'est aussi un appel qui vient des médecins eux-mêmes. Le président de l'Ordre des médecins s'en est fait le relais. Il y a une incompréhension sur la durée relativement stricte des arrêts des patients atteints d'Omicron et qui affecte les entreprises. Dans certains cas, l'arrêt pourrait être a priori beaucoup plus court. Là aussi, on espère des décisions de la DAS en fonction d'une évaluation actualisée de la situation sanitaire. Aujourd'hui, oui, l'absentéisme pèse sur les entreprises. Il y a eu un premier effort qui a été fait pour réduire les durées d'arrêt. C'est insuffisant. Nous avons besoin, le plus rapidement possible, d'avoir des arrêts qui soient proportionnés à la réalité des patients et de nos salariés. Donc, on espère, oui, que rapidement des décisions seront prises. Mais on aimerait bien une évaluation, en fait, une réévaluation sanitaire de la DAS, comme elle avait été faite au mois d'octobre. L'objectif, c'est que tout le monde comprenne, en fait, les contraintes qui pèseront encore à l'avenir. Et pour ça, une évaluation de la situation sanitaire nous semble urgente. Très bien. Alors, autre décision adoptée par le Congrès et quelque peu aussi disséquée le 24 février dernier, l'allongement de l'âge de départ à la retraite, donc qui va passer progressivement par tranche de 6 mois, de 60 à 62 ans dans le privé. Mesure votée pour équilibrer le régime retraite de la CAFAT, qui commençait à rencontrer des difficultés. Comment cette mesure a-t-elle été accueillie dans les entreprises et particulièrement chez vos adhérents du MEDEF? Écoutez, de toute façon, au niveau des adhérents du MEDEF, il y a eu un grand attachement au système de retraite par répartition qui s'applique en Nouvelle-Calédonie. Les chiffres étaient de toute façon implacables. Le régime était fortement déficitaire depuis maintenant quelques années, 7 milliards cette année, 7 milliards attendus pour l'année qui vient, et donc allait de toute façon dans le mur. Donc on va aller dire les choses comme elles sont. Il fallait réformer ce régime, ça a été fait en responsabilité
et concertation entre les partenaires sociaux. Aujourd'hui, c'est une décision qui s'applique au secteur privé, que le secteur public va devoir aussi étudier, puisque les régimes de retraite du secteur public sont également concernés. Mais en tout cas, pour le privé, le travail est fait, nous permet d'avoir un peu de visibilité sur les années qui viennent. Pour autant, les grandes tendances démographiques et d'allongement notamment de la durée de vie, d'augmentation des salaires également et du coup des droits à la retraite font que il va falloir régulièrement se reposer la question de la pérennité du système. Donc là, pour l'instant, on a une distorsion entre public et privé, mais ça pourrait être amené à changer dans les quelques mois, peut-être que ça pourrait être aussi réévoqué au niveau de l'âge de départ à la retraite chez les fonctionnaires. Je pense que ce sera discuté effectivement au niveau des instances représentatives du secteur public. L'exercice a été fait pour le privé, mais la vigilance s'impose pour l'ensemble des régimes de retraite, oui, bien sûr. Alors, autre sujet, Hervé Mariton, le président de la FEDOM, donc la Fédération des entreprises d'outre-mer, a passé, je crois, 3 semaines sur le Caillou, avec notamment quelques prises de position assez fortes. Il a notamment dit que l'écosystème calédonien était très marqué par la dépense publique, avec des dépenses excessives de ce côté. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Oui, on a été amené à le dire plusieurs fois, notamment quand on envisage une réforme fiscale pour la Nouvelle-Calédonie. C'est la soutenabilité de notre modèle. Le fait qu'aujourd'hui, la dépense publique, c'est plus de 60% de notre PIB, ce qui, dans une économie, on va dire, autonome, imposerait des taux de prélèvement obligatoires de plus de 60%, là aussi, du PIB, ce qui n'est pas tenable. Donc, quand on parle de fiscalité et qu'on veut assumer notamment les transferts de compétences qui ont déjà été effectués en Nouvelle-Calédonie, se pose clairement la question de la dépense publique et de sa réduction. Et pour vous, il faut remettre vraiment à plat tout le système. La fiscalité, elle nécessite d'être... Oui, c'est absolument nécessaire et on considère que c'est possible de le faire sans toucher à la qualité du service public en Nouvelle-Calédonie. Notre système institutionnel est complexe, il est composé de plusieurs strates qui parfois font les mêmes choses, très concrètement, et encore une fois, des efforts de rationalisation, nous semble-t-il, pourraient être faits pour réduire cette dépense. On le voit, l'impôt ne peut pas tout régler, et en Nouvelle-Calédonie, l'impôt ne réglera pas tout d'un point de vue fiscal, ça c'est clair. Alors vous vous étiez opposé au projet de budget qui avait été présenté par le gouvernement, qui devait être voté au Congrès. Où en sont aujourd'hui les discussions avec le gouvernement? Est-ce qu'il y a un nouveau round de discussions qui s'amorce autour du nouveau budget? Oui, sur cette problématique de la fiscalité, nous avions demandé fortement qu'une véritable concertation soit organisée avec le gouvernement et le Congrès sur les projets de réforme. Cette concertation est en train de se mettre en place et elle va nous permettre en fait d'aller en profondeur dans les réformes qui sont envisagées, peut-être d'en proposer de nouvelles, différentes. En tout cas, voilà, c'est ce qui, à notre sens, une véritable concertation entre les partenaires sociaux et le gouvernement devrait être. Mais nous avons bon espoir que dans les semaines qui viennent, ce dialogue se poursuive et que la réforme fiscale fasse l'objet d'une véritable réflexion sur ses impacts économiques notamment. Encore une fois, une réforme fiscale, il faut l'envisager en fonction des impacts économiques qu'elle emporte. Si la réforme fiscale elle-même affaiblit l'économie, eh bien, c'est contre-productif, puisqu'à un moment donné, le rendement attendu ne sera pas au rendez-vous, et on va au contraire aggraver la situation des finances publiques. Donc il est urgent de réfléchir aux impacts et de les évaluer à l'aune de la situation économique de la Nouvelle-Calédonie, et c'est ce que je pense nous allons réussir à faire avec le gouvernement. Alors ce gouvernement, notamment, qui a pour objectif principal, si j'ai bien compris, de lutter contre les inégalités, est-ce que ce sont des thématiques qui vous sont chères aussi au MEDEF? Oui. Absolument, il est absolument nécessaire de lutter contre les inégalités. Pour nous, la première des inégalités, c'est celle de l'emploi. Le taux d'emploi en Nouvelle-Calédonie est trop faible. Il est de 10 points inférieur à ceux de pays à PIB comparable, à richesse comparable. Et donc, il faut trouver les ressorts de la relance de l'emploi sur notre territoire. Donc ça, c'est un premier point. Il y a également, au niveau des inégalités fiscales, des choses à étudier au niveau économique, de façon à avoir des systèmes de soutien à l'économie qui soient le plus égalitaires possible et non pas qui finalement concernent fortement certains secteurs au détriment d'autres. Donc ça, c'est très important. C'est des pistes qu'on étudie au sein de NCECO de façon collégiale
pour faire des propositions au gouvernement en matière fiscale. Et bien sûr, l'objectif, c'est évidemment la réduction des inégalités, quelles qu'elles soient. Alors, priorité de l'année, c'est rebooster l'économie, mise à mal par ces deux années de Covid. Comment le MEDEF et NCECO comptent procéder pour... voilà, quels sont les sujets, quels sont les grands dossiers de cette année pour essayer de remettre l'économie en piste? Alors, évidemment, mis à part le sujet fiscal qui est fondamental, et notamment parce qu'il est nécessaire de relancer l'investissement en Nouvelle-Calédonie. Quand je dis investissement, c'est pas que investissement public, c'est aussi attirer l'investissement privé, et relancer l'investissement privé, qu'il soit intérieur ou extérieur. Donc tout ça, évidemment, suppose aussi un contexte favorable aux investisseurs et qu'on considère qu'il n'est peut-être pas encore totalement là. Ensuite, on a une grosse vigilance sur les tensions du marché de l'emploi. On a été fermé pendant 2 ans et aujourd'hui, plusieurs secteurs d'activité nous remontent des tensions très fortes en matière de compétences et de recrutement. Et pour le secteur du tourisme, par exemple, qui va se réouvrir, on le sait tous, il va devoir maintenant se reconfronter au marché international. Il y a des grosses difficultés en termes de recrutement actuellement, à retrouver les salariés, à remobiliser l'emploi. À faire venir des compétences. À faire venir des compétences. Il y a tout un système de formation qui doit être remis en place dans ce secteur. Mais pas que. On a aussi des grosses carences dans les domaines du médical, on le sait depuis longtemps, mais aussi dans des domaines plus techniques comme l'audit, la finance, la comptabilité. Voilà. Il est urgent de libérer les potentialités des entreprises en permettant un accès à ces compétences. Les frontières se réouvrent, les conditions sont là et donc on espère que rapidement, on va pouvoir réactiver la machine. Oui. Le 3e référendum est passé aussi, donc ça fait une contrainte de moins. Absolument, c'est de nature à rassurer un certain nombre de personnes, les investisseurs bien sûr, mais aussi des gens qui souhaitaient qui pourraient venir s'installer ici. On a perdu de la population ces dernières années. Là aussi, le marché intérieur s'est réduit. Oui. Évidemment, pour l'économie, ça n'est pas une situation favorable. Donc, il faut qu'on retrouve une dynamique. Et cette dynamique, elle passera aussi par un accueil de personnel formé qui vont permettre aussi de relancer la machine économique. Alors, vous avez été élu au MEDEF il y a maintenant un an. C'était le 18 février 2021. Quel bilan tirez-vous de cette première année de mandature? Il y en a 2, c'est ça? C'est ça, oui. Oui, mon mandat s'est effectué dans la continuité de celui de Samuel Népéoun. Donc, on s'est partagé ce mandat, et très exactement, de façon très, très facile, puisqu'on avait les mêmes objectifs, à savoir déjà réaliser une grande union du monde patronal au sein d'NCECO, de façon à contribuer au débat public en matière économique et en matière institutionnelle. Je crois que de ce point de vue-là, le contrat est rempli. Il n'est pas tout à fait fini, mais en tout cas, aujourd'hui, on a le sentiment que la société civile, notamment le monde économique, est entendue. Il y a une plus grande écoute de nos propositions. NCECO a rendu un rapport très structuré, qui creuse un certain nombre de thèmes qui aujourd'hui sont repris dans les réflexions sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, comme par exemple le développement économique en terre coutumière. Donc ça, c'est des sources de satisfaction. D'un point de vue évidemment plus économique intérieur, il y a eu évidemment tout combat pour les aides Covid et la situation liée au Covid, donc d'information des entreprises, de négociation au niveau de l'État pour obtenir des aides de l'État. Je crois que nous avons là aussi été entendus de façon assez large. Les travaux sont encore en cours sur certaines aides et pour l'aménagement de certaines aides aux contraintes de la Nouvelle-Calédonie. Mais pour autant, ce travail-là a été intense. Et donc, je remercie d'ailleurs toutes les équipes du MEDEF et qui y ont contribué. Donc, ça a été... l'année est passée très vite, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, c'est sûr. On voit le bout du tunnel du côté de la crise sanitaire, mais il y a un événement qui s'est invité un peu dans la partie, à savoir la guerre en Ukraine, qui prend le relais finalement de cette crise sanitaire. Est-ce que ça suscite des inquiétudes du côté des entreprises? Est-ce qu'il faut s'attendre à des conséquences à l'échelle du Caillou? Oui, je dirais qu'on observe de façon très attentive les conséquences de ce conflit. Bien évidemment, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, tout va dépendre de la durée du conflit et notamment des sanctions économiques qui pèsent sur la Russie. Les conséquences pour nous aujourd'hui en matière de fret maritime sont relativement limitées. Fret aérien, Air Calin a réagi extrêmement rapidement pour réorienter ses vols. Donc pour l'instant,
pas d'interruption de liaison et c'est une bonne nouvelle à la fois pour le fret aérien et pour les transports passagers. En revanche, on s'attend à des augmentations notable sur le prix des aliments pour animaux, puisque en fait la zone Ukraine-Russie est un des plus gros exportateurs sur le blé et sur un certain nombre de céréales qui rentrent dans la composition de l'alimentation animale. C'est, je dirais, le principal point d'inquiétude, puisque sur le gaz et le pétrole eux-mêmes, on est moins dépendant de cette zone d'approvisionnement, puisque la Nouvelle-Calédonie se fournit plutôt en zone pacifique. En revanche, si le conflit était amené à durer, bien évidemment, il pourrait y avoir des impacts mondiaux qui aient des répercussions chez nous. La bonne nouvelle pour nous, c'est le cours du nickel. Aujourd'hui, qui atteint presque 26 000. Qui a dépassé les 26 000 la tonne. La Russie est le 3e exportateur mondial, la Nouvelle-Calédonie le 4e. Évidemment, ce qui se passe en Russie impacte la Nouvelle-Calédonie plutôt positivement en termes d'exportation de minerais. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Donc je pense que la Nouvelle-Calédonie saura saisir cette opportunité puisque on parle de taux qui sont vraiment exceptionnels actuellement, de cours. Alors, je reviens un peu sur NCECO. Alors, pour rappeler un peu à nos auditeurs, les travaux de NCECO sur l'avenir du territoire ont été mis en place en fin 2020 avec l'ensemble des acteurs économiques qui se sont rassemblés sur cette manière commune pour porter d'une seule voix l'impérieuse nécessité d'inclure les enjeux économiques et sociaux dans les discussions sur l'avenir institutionnel du territoire. Rapidement, on va bientôt avoir les élections présidentielles et les élections législatives. Est-ce que les travaux de NCECO sont, par exemple, portés par certains candidats aux législatives? Est-ce qu'il y a une volonté d'inclure un peu plus la sphère économique dans ces programmes politiques? On le sent. On a vu déjà les travaux d'NCECO largement repris dans le discours de politique générale de Louis Mapou, donc ce qui a cité d'ailleurs NCECO comme contributeur à ces réflexions. On voit aujourd'hui certains partis, comme les Républicains, qui organisent des consultations au niveau de la société civile sur un grand nombre de thématiques à la fois sociétales mais aussi économiques. Donc je dirais qu'il y a un mouvement qui quand même s'engage, qui tente à montrer que la société civile aura une place dans ces discussions d'avenir et sera entendue. Aujourd'hui, nos travaux restent complètement d'actualité. On continue d'approfondir un certain nombre de thématiques avec le gouvernement et l'État. Donc oui, je dirais que le mouvement est en marche, ne va pas s'arrêter, et que la société civile a gagné sa place dans les débats. Oui, une dernière question aussi. 18 mois d'ici le référendum de projet qui devra intervenir avant fin juin 2023, ça passe vite. Quelle méthode vous préconisez, vous, d'un point de vue économique, jusqu'à ce rendez-vous? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour défendre le projet d'NCECO? Je vous dirais qu'on est un peu inquiet sur le planning, pour être très franc, puisque les discussions semblent repousser à l'échéance déjà des présidentielles, que derrière, il restera en gros 1 an pour déterminer ce projet institutionnel et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de méthode réelle qui nous est proposée, ni par l'État d'ailleurs, ni par l'exécutif au niveau local. Donc, on est assez vigilant là-dessus. On va poser des questions, je pense, assez précises, notamment à l'État sur la possibilité d'intégrer les débats. On le souhaite évidemment beaucoup. Mais je pense que la Nouvelle-Calédonie a besoin de visibilité sur un calendrier et une méthode. Aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a des propositions qui sont faites par certains candidats aux législatives, par certains partis qui commencent à avancer des solutions les uns et les autres. Mais on n'est pas très clair sur la façon dont ce projet va se dessiner. Et s'il doit être mis au vote des Calédoniens, en gros, le 30 juin 2023, il nous semble qu'on est assez loin d'avoir des pistes qui se dégagent, ou en tout cas une méthode qui permette de contenter tout le monde, quoi. Donc, on est vigilant, on en parle très régulièrement. Maintenant, c'est vrai qu'on rentre dans une phase institutionnelle assez riche au niveau national, législatif, les présidentielles. En revanche, derrière, on espère que ça va aller très vite, oui. Merci beaucoup, voilà. Mimsy Delay, pour ces précisions sur aujourd'hui et puis demain, en termes économiques. Et à très bientôt sur NC News. Merci de m'avoir invité.